Ok. Donc, je reprends sur les études de management. Donc, les écoles post-bac, on a des parcours en 3 ans, c'est les bachelors. Des parcours en 4 ans, c'est les BBA. Donc, un parcours en BBA en 4 ans, c'est un parcours qui donne un grade de licence, mais il vous suffit de rajouter une seule année à l'université ou en école pour réussir à avoir votre grade de master. Du coup, vous n'avez pas besoin de refaire 2 ans. Et vous avez des programmes en 5 ans, donc ce qu'on appelle souvent les PGE, ça s'appelle parfois autrement, et donc ça donne directement un grade de master. Les écoles des concours Access, les écoles du concours Access, c'est que des écoles en 5 ans, que des PGE. Ok, donc ça donne un grade de master. Les écoles du concours Sésame, c'est que des écoles en 4 ans ou en 5 ans, pas des écoles en 3 ans. Donc c'est soit des BBA, soit des masters. Donc quand vous faites un BBA en 4 ans, c'est pas forcément, enfin, il ne faut pas penser que parce que c'est plus court, c'est moins bien qu'un programme grande école. Ce n'est pas du tout nécessairement le cas. D'ailleurs, comme l'a dit Quentin, son premier choix, lui, c'était le BBA de l'ESSEC. En fait, c'est le meilleur programme du concours Sésame et c'est un programme en 4 ans. Euh, le programme BBA, en fait, il est en 4 ans, il est calqué sur le modèle anglo-saxon où les études durent 4 ans. Mais on est en France. Donc moi, ce que j'en pense en tout cas, c'est que quand on fait un programme BBA en 4 ans, c'est bien de compléter avec un Master 2 pour avoir le diplôme en 5 ans master. Et c'est pas compliqué de pouvoir poursuivre ses études, mais c'est selon moi important de le faire parce que c'est vraiment valorisé sur le marché du travail. Les écoles de commerce post-bac, vous pouvez y accéder par Access et Sésame, mais vous pouvez aussi y accéder hors concours. Et du coup, dans les très bonnes écoles de commerce post-bac hors concours, pour moi, on pourrait mettre le BBA de l'EDEC, il n'appartient ni à Access ni à Sésame. Sinon, tous les autres meilleurs programmes, euh, ils sont par les concours Access et Sésame. Donc, mis à part le BBA de l'EDEC, peut-être qu'on pourrait rajouter le bachelor de l'ESCP en 3 ans, mais moi, je trouve qu'il n'est pas dans la même catégorie, honnêtement, que les meilleurs programmes d'Access et de Sésame. Et du coup, en fait, le niveau des programmes, quand on fait une école post-bac, peut vraiment varier énormément, en fait. Entre les meilleures écoles que sont l'IESEG en 5 ans ou l'ESSEC en 4 ans, et les écoles, même les moins bonnes écoles de Sésame, hein, il y a un vrai gap, une vraie différence. Donc, faire une école de commerce, c'est bien. Faire une école de commerce post-bac, c'est bien. Mais toutes ne se valent pas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand vous faites une école de commerce post-bac, vous allez avoir des frais de scolarité qui sont assez importants. Donc, les frais de scolarité pour une école de commerce post-bac, c'est à peu près 10, enfin, c'est 10 à 12 000 euros par an en général. OK? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous engagez sur des études de 4 ans, en 4 ans, ça va vous coûter entre 40 et 50 000 euros à peu près. Entre 40 et 48 000. Les sexes, c'est même plus cher que ça. Quand vous partez sur 5 ans, ça va vous coûter dans les 60 000 euros. Entre 50 et 60 000 euros. Donc, ça coûte vraiment cher. Vous pouvez financer ça par des bourses, si jamais vous êtes boursier, mais vous pouvez financer ça sinon par des prêts étudiants. Et sinon, une manière de financer votre école, que vous fassiez une école post-bac ou une école après une classe préparatoire d'ailleurs, c'est de faire de l'alternance. Donc, l'alternance, c'est vraiment très pratique parce que quand vous êtes en alternance, en général, vous pouvez faire 2 ans en alternance quand vous êtes en école. Pendant 2 ans, vous êtes la moitié du temps en entreprise, la moitié du temps en cours. Sauf que vous êtes payé pendant 12 mois et l'entreprise vous paye vos frais de scolarité. Donc, si c'est 12 000 euros par an, l'entreprise va payer 12 000 euros par an de frais de scolarité. Donc, je vais vous donner un exemple. Moi, pour mon parcours, j'avais fait des études à Dauphine. Après, j'avais fait le programme Grande École de l'ESSEC. À l'époque, ça coûtait 15 000 euros l'année dans le programme Grande École de l'ESSEC. J'avais fait une alternance de 2 ans chez HP. Donc, c'était il y a quand même pas mal d'années. J'étais d'ailleurs en alternance. Pendant mon alternance, il y avait des étudiants du BBA et de l'ESSEC qui avaient exactement le même job que moi. On était tous payés pareil, c'est-à-dire 1600 euros par mois. On était 6 mois dans l'année dans l'entreprise, 6 mois en cours. Et, l'entreprise, HP, payait mes 15 000 euros par an de frais de scolarité. Donc, c'est-à-dire qu'ils m'ont payé 30 000 euros de frais de scolarité plus 1600 euros par mois pendant 24 mois, alors que j'ai travaillé en tout 12 mois dans l'entreprise. Donc, très rentable de faire de l'alternance quand vous le pouvez, financièrement du moins. D'ailleurs, quand vous êtes en école de commerce post-bac ou même en école via une classe préparatoire, il y a toujours quand même pas mal de temps qui est consacré pour les stages et c'est vraiment le cas hein, pour les écoles de Sésame et d'Access où vous allez avoir minimum 12 mois de stage à faire. J'ai mis 6 à 21 mois pour le nombre de mois que vous allez faire en stage parce qu'il y a d'autres écoles qui se post-bac en dehors des concours où vous allez peut-être avoir des périodes de stage un peu plus courtes, notamment si vous faites une école en 3 ans. Mais en réalité, voilà, quand vous faites une école de Sésame ou d'Access, vous en avez pour au moins 12 mois de stage. Et c'est super important, c'est parce que c'est ça qui va vous donner, vous orienter un peu professionnellement.
Et c'est ça aussi qui va vous ouvrir des portes pour la suite, pour la suite. Et les écoles de commerce, donc post-bac ou post-prépa, c'est la même chose. C'est des écoles qui sont très internationales. Et c'est hyper vrai aussi, encore une fois, pour les écoles d'Access et de Sésame, où vous allez faire minimum 6 mois à l'étranger, mais bien souvent, vous pouvez faire plus. Donc, par exemple, Quentin, il fait un programme avec Berkeley. Il va partir, je pense, arrête-moi si je me trompe, enfin, il vous redira peut-être après au moment des questions, vu que là, les micros sont désactivés. Mais je pense qu'il va partir au minimum 1 an en fait, pendant ses études. Et il y a plein de gens, en fait, vous pouvez partir même plus que, vous pouvez même partir plus que 21 mois en réalité pour certains cas de programme. Et donc, comme je vous l'ai dit, la difficulté des formations, elle varie. En fait, les toutes meilleures formations d'école de commerce, vous ne pouvez pas les avoir en post-bac parce qu'il faut passer par la classe prépa. Par contre, vous pouvez avoir des très bonnes formations post-bac et toutes ne sont pas du même niveau. Vraiment, il y en a qui sont vraiment nuls, ok, ou du moins pas top. Quand vous passez par les classes prépa, en fait, vous avez un avantage, c'est que ça vous donne accès en fait, aux meilleurs programmes en France. Donc, les meilleurs programmes en France, HEC, ESSEC, ESCP en programme grande école, pas en BBA ou en bachelor, l'EM Lyon. Et après, pour moi, si vous avez en dessous de l'EM Lyon et que vous avez par exemple l'IESEG, bah dans ce cas-là, ça ne valait pas vraiment le coup de faire une prépa. Parce que l'IESEG aujourd'hui, c'est classé 7e parmi les écoles de commerce euh, en général, en comptant le post-bac et les classes préparatoires, typiquement. Ce n'est pas dans le classement les BBA, parce que c'est des classements de programme grande école en général. Mais donc, du coup, ça veut dire que si si vous êtes par exemple au moment où vous faites vos vœux sur Parcoursup, vous mettez des prépas et vous mettez Access. Imaginons. Imaginons que vous avez l'IESEG et vous êtes pris dans une prépa. Au moment de vous poser la question, est-ce que je vais en prépa ou est-ce que je vais à l'IESEG, regardez où vont les étudiants de votre prépa. Si vous voyez qu'il y a 70% des étudiants qui vont à HEC, ESSEC, ESCP ou l'EM Lyon, peut-être ça vaut le coup de tenter la prépa. Si vous voyez qu'il y a 15% des étudiants qui vont à l'EM Lyon et qui mettent personne dans les 3 premières, et bien dans ce cas-là, me prenez l'IESEC tous les jours. Ne prenez pas le risque de faire une prépa pour avoir quelque chose qui ne sera même pas mieux que ce que vous avez déjà, voire qui sera moins bien en fait. Donc ça risque vraiment de se passer. Les frais de scolarité, c'est comme pour le post-bac, voire plus cher. Et sinon, pareil, vous avez des stages et de l'international. Une alternative qui est gratuite quand même, c'est de passer par l'université. Les parcours à l'université, c'est des parcours en 5 ans quand vous faites un parcours complet. Mais en fait, d'abord, vous faites une licence et après, vous postulez au master. Ok, ils ne sont pas obligés de vous prendre en master après votre licence. Euh, En général, les frais de scolarité sont très, très réduits. Parfois, vous avez des masters qui peuvent être un peu plus chers, payants, notamment à Dauphine. Vous avez quelques périodes de stage, mais très légers en général. En tout cas, au début des études, c'est très léger. Peut-être en M1, M2, il y a un petit peu plus de périodes de stage. L'international, ce n'est pas hyper développé, à part dans quelques facs. Et les formations, elles peuvent être moyennes, ou ça peut être vraiment bon aussi, quand même, à l'université. Par contre, ce qui est intéressant à l'université, c'est qu'en fait, quelle que soit l'université que vous intégrez, si vous êtes très bon dans votre université, vous allez pouvoir rentrer dans des parcours un peu élitistes de votre université et accéder et ouvrir votre champ des possibles. Donc, en fait, plus vous êtes dans une bonne université, plus ça va être facile de terminer très haut. Mais même si vous commencez dans une université moyenne, si vous êtes vraiment très bon et que vous menez bien votre barque, vous pouvez terminer avec des études vraiment d'un niveau excellent. Donc, du coup, ça, c'est vraiment intéressant du point de vue de l'université. Après, c'est beaucoup moins international, c'est vrai. Et voilà. Et donc, je dirais, le niveau de votre université de base, quand même, c'est intéressant. Si vous êtes à Dauphine, bah là, vous êtes sûr d'avoir quelque chose d'un très bon niveau. Mais si vous êtes, par exemple, à la Sorbonne, eh ben, selon ce que vous allez faire, ça peut être moyen ou ça peut être vraiment top niveau. OK? Et si vous êtes dans une université, genre, par exemple, Nanterre, euh, bah, ça va être plus dur d'avoir quelque chose de top niveau. Mais si vous êtes vraiment excellent, vous allez pouvoir le faire. Après, vous avez des parcours plus courts, le BUT en 3 ans. Après, vous pouvez continuer après un BUT. Pas d'international et un tout petit peu, c'est un petit peu professionnalisant, mais pas trop. Enfin, comment dire, il n'y a pas beaucoup de stages, mais quand même un minimum. Et vous pouvez faire un BTS en 2 ans. C'est plus dur de rebondir après un BTS, mais ce n'est pas impossible. OK. Euh, donc voilà, ça fait partie de vos possibilités. Du coup, maintenant qu'on a vu un petit peu c'était quoi l'horizon des possibles, on va parler vraiment des concours Access et Sésame parce qu'on est là pour ça. Donc, la première chose que je peux vous dire sur les concours, c'est que les écrits, ça va être le 11 avril pour Access, le 15 avril pour Sésame, et les oraux, c'est à peu près 8-10 jours après. Le début le début des oraux, c'est 10 jours après, à peu près. Les concours Access et Sésame se passent en ligne. OK. Donc, ça se passe de chez vous et vous avez accès à une plateforme pour le faire.
Sésame, c'est Test, oui. Access, le nom de la plateforme, j'ai oublié le nom, mais c'est un autre nom de plateforme. Donc au concours Access, vous n'avez que trois écoles, l'IESEG, l'ESCA et l'ESDES, mais c'est vraiment intéressant le concours Access pour deux écoles, l'IESEG qui est le meilleur programme en grande école qu'on peut avoir en post-bac, et l'ESCA qui est le deuxième ou troisième meilleur programme, peut-être au coude à coude avec le M Normandie, ça dépend des classements, mais ça reste quand même un programme très très bon. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans ces écoles, il y a beaucoup de places. Il y a 1200 places à l'IESEG et plus de 1100 places à l'ESCA. L'ESDES, c'est un peu moins coté, mais il y a à peu près 250 places ou 300 places. Il y a à peu près 300 places. OK? Mais c'est moins coté que l'ISEG et l'ESCA quand même. Vous avez trois épreuves écrites au concours. On va revenir dessus. L'anglais, la synthèse et le raisonnement logique et mathématique. C'est des programmes en 5 ans qui donnent un grade de master. Et cette année, ils ont rajouté une nouveauté au concours Access. C'est que si vous êtes un excellent élève, par exemple à 16,5 moyenne, 17 moyenne, 17,5 moyenne, vous avez une chance d'être exempté des épreuves écrites. Pas des oraux, des épreuves écrites. C'est-à-dire que quand vous allez postuler sur Parcoursup au concours Access, vous allez, les écoles vont avoir accès à votre dossier. Et si votre dossier est assez bon, ils peuvent vous choisir comme étant un grand admissible. OK? Donc, si vous avez vraiment un dossier excellent pour être grand admissible, c'est la première année qu'ils font ça. Vous allez l'apprendre malheureusement qu'une semaine à peu près avant les écrits. Ça veut dire que ça ne vous exonère pas de vous préparer aux écrits. Vous allez devoir vous préparer parce que vous ne le saurez que dernière minute si vous êtes grand admissible. Mais par contre, ça veut dire que du coup, vous sautez les écrits, vous allez directement à la case oraux, entretien. Et donc, du coup, après, il faut réussir vos entretiens pour être pris. Une personne sur deux qui passe les entretiens est pris à la fin, en général. C'est à peu près ça le ratio. Ok, ça dépend un peu des écoles, mais ça, grosso modo, c'est ça. Pour le concours Sésame, vous avez 15 écoles et 18 programmes. Comme je vous l'ai dit, toutes les écoles ne se valent pas. Il y a 18 programmes parce que certaines écoles ont deux programmes. Par exemple, un programme BBA, un programme en 5 ans. OK? C'est le cas, par exemple, de Neoma. Euh, Donc voilà, toutes les écoles ne sont pas du même niveau. Le meilleur programme, c'est le BBA de l'ESSEC, c'est incontestable, ce qui est un programme en 4 ans. Et pour moi, le BBA de l'ESSEC, c'est à peu près du niveau de l'IESSEC. Ok, les étudiants, ils sont à peu près du même niveau. Euh, Attendez, je regarde, je vois qu'il y a des messages. Ok. Ensuite, du coup, il y a 6 épreuves écrites au concours. Les langues, l'anglais, la LV2. Nous, on prépare que l'anglais, la LV2. Avec Prépa Campus, on prépare que l'anglais, on ne prépare pas la LV2 avec les étudiants. On peut leur donner des ressources, mais on ne prépare pas la LV2 parce qu'il y a une dizaine de LV2. Il y a l'arabe, le russe, l'hébreu, il y a l'espagnol, le portugais, l'italien, l'allemand, etc. OK? Donc, comme tout le monde a des LV2 différentes, on ne peut pas faire un programme vraiment dessus, de qualité. Euh, mais après, c'est des petits coefficients, le LV2. Il y a l'analyse documentaire. C'est un peu l'épreuve qui est l'homologue de la synthèse de documents pour le concours Access. Les enjeux contemporains, c'est les actualités des 10 derniers mois avant le concours. Et avant, on avait une épreuve qui s'appelait raisonnement et compétences, qui a été remplacée. Et raisonnement et compétences, c'était logique générale, aptitude numérique, aptitude verbale. Aptitude numérique, c'était les mathématiques. C'est resté, mais il y a plus de questions de mathématiques qu'avant. Aptitude verbale, c'est devenu le français. C'est exactement le même programme, mais il y a plus de questions de français. Et la logique générale, ça a été remplacé par les compétences digitales. Les compétences digitales, c'est basé à peu près sur le programme de PIX. On va en reparler un petit peu plus tard. Donc, vous avez des programmes en 4 ans, des programmes en 5 ans. Et donc, on va maintenant se pencher vraiment sur les matières des concours. Avant de se pencher sur la matière, d'ailleurs, on va voir les classements des écoles. Donc, le premier, c'est un classement du Figaro de 2022, de l'année dernière, qui mettait, mais il n'a pas changé le classement cette année. Donc, les meilleures écoles post-bac, c'est pas que Access Sésame, hein, c'est en général. Les meilleures écoles post-bac, 1 l'IESEG, 2 l'EM Normandie, 3 l'ESCA, 4 l'EM LV. En réalité, l'EM Normandie et l'ESCA, c'est vraiment au coude à coude. Donc, si vous mettez l'ESCA devant l'EM Normandie, ça se tient complètement. Et pour les BBA, le meilleur BBA, c'est celui de l'ESSEC. Après, il y a Neoma, EM Lyon, Excelia. En réalité, le classement, il a un peu changé, mais moi, je pense que de toute façon, comment dire, le vrai classement, selon moi, hein, à mon humble avis, entre guillemets, euh, par exemple, le BBA de l'EDEC, qui n'est pas au concours Sésame, mériterait complètement sa place parmi les premiers BBA. C'est derrière le BBA de l'ESSEC, mais ça vaut largement, enfin, c'est au niveau du BBA de Neoma ou de l'EM Lyon, par exemple. Donc, du coup, c'est vraiment à prendre en compte. Je trouve que le BBA d'Excelia, là, il est un petit peu
haut par rapport à à son réel niveau. Maintenant, voilà, les concours, honnêtement, c'est sur des critères, c'est jamais 100% objectif. Et donc, du coup, ils essaient de donner des critères pour être le plus objectif possible, hein. Mais en réalité, il y a toujours un débat quand même. Et il n'y a pas que ça comme critère à prendre en compte quand on regarde quelle école on veut faire. Le classement, c'est important, mais il n'y a pas que le classement. Du coup, on va se pencher sur les épreuves écrites. Donc, la première épreuve, les épreuves de langue, pour Access, moi, je trouve que c'est plus dur que pour Sésame. En fait, c'est à peu près les mêmes programmes pour Access Sésame, sachant que pour Access, vous avez un peu de la compréhension de texte en plus de Sésame. Et sur Sésame, vous avez quelques questions, comment dire, liées à l'actualité politique, économique, un peu de culture, en fait, liée au monde anglophone. Euh, et je vais dire quand même que 90 à 95% du programme est similaire entre Access et Sésame. C'est juste le format qui est différent. Pour le concours Access, vous avez 1 heure pour faire 50 questions avec 4 propositions. Donc, vous voyez là, il y a un exemple de question que je vous ai mis pour Access. Ça, c'est une seule question. Il faut dire pour chacune des propositions si elles sont vraies ou fausses. OK. Et en plus de ça, vous avez 25 questions sous la forme de QCM avec 4 propositions. Vous n'avez pas le droit de revenir en arrière sur les questions. Et donc, du coup, il faut être extrêmement rapide. Vous n'avez pas le temps de réfléchir parce qu'en fait, 50 questions avec 4 propositions, c'est comme si répondre vrai ou faux à 200 questions en fait. Enfin, sur 200 phrases, mettre vrai ou faux. Et il y a en plus 25 questions sur la forme de QCM à faire. Et dans les 50 questions avec les 4 propositions, il y a 40, c'est de la grammaire et du vocabulaire, et 10, c'est de la compréhension de texte, sur 2 textes. Pour le concours Sésame, vous avez l'anglais et la LV2 qui durent 1 heure. Vous avez 2 fois 40 questions, 40 questions pour la LV1, 40 questions, enfin 40 questions pour l'anglais, 40 questions pour la LV2. OK. L'épreuve de synthèse de documents, donc je vous l'ai dit, pour Access, on a la synthèse de documents, pour Sésame, on a l'analyse documentaire. Euh, Moi, je trouve en l'occurrence cette fois-ci que c'est l'épreuve de Sésame qui est un petit peu plus difficile parce que la contrainte de temps est très forte. En fait, au concours Sésame, vous allez avoir un corpus de documents, allez, d'une quinzaine de documents, 15 à 20 documents, mais qui fait un 25 pages à peu près. Et vous allez avoir 20 questions auxquelles il faudra répondre sous la forme de QCM. Des questions de repérage, c'est des questions où en gros, il faut choisir, enfin, vous allez trouver la réponse directement dans les textes, et donc il faut juste lire l'information et la reporter et trouver l'information. Donc par exemple, on va vous demander, je ne sais pas moi, combien de startups a racheté Apple en 2021, et en fait, dans un des textes, ils disent Apple a racheté 21 startups en 2021. Et donc du coup, la bonne réponse, c'est 21. Donc ça, c'est facile, mais ça apporte peu de points. Vous avez des questions d'analyse, c'est beaucoup plus dur. Les questions d'analyse, vous allez avoir plusieurs réponses qui peuvent être justes et les réponses, du coup, vous pouvez les trouver dans plusieurs textes, dans un ou plusieurs textes. Donc, ça demande plus de temps de faire ces questions d'analyse qui valent beaucoup plus de points. Et vous avez des questions de synthèse. Les questions de synthèse, ils ont rédigé une synthèse pour vous. Il faut trouver la problématique, bien remplir les trous, etc. C'est assez piégeux en général et donc, ce n'est pas si facile que ça. Et ça vaut quand même aussi pas mal de points. Et donc, du coup, le fait que vous ayez un très gros volume de documents, c'est très important d'être à l'aise sur la lecture rapide. Donc, moi, ce que je fais avec la prépa, enfin, nous, ce qu'on fait avec la prépa depuis d'ailleurs cette année, c'est qu'on fait intervenir Florian Manicardi avant les périodes de stage, dans les vacances, qui va donner, en fait, qui a été champion de France en 2020 de lecture rapide, et en fait, qui donne plein de techniques de lecture rapide aux étudiants qu'on va travailler pendant les stages. Le but, c'est qu'après, ils prennent les réflexes. Donc, du coup, ils ont ce cours en plus qui est inclus, hein, et ensuite, on applique vraiment les techniques. Et ça va vraiment nous aider à être vraiment efficace et à gagner du temps sur ces arbres. Pour Access, vous allez avoir un corpus de documents. Pareil, les documents, ils sont tous liés entre eux, hein, comme c'est le cas pour Sésame. Vous allez avoir en général 12-13 documents. Ça va faire à peu près 20 pages le corpus de documents. Et vous allez devoir rédiger une synthèse de 350 mots. Donc là, pareil, il y a un vrai travail de fichage de l'information à faire, de réussir à trouver quels sont les thèmes les plus importants et quels sont les points de vue qui se dégagent. À partir de là, vous pouvez faire le plan de votre synthèse où ça va être très important de mettre en avant des exemples pour chacune des idées que vous allez développer, des exemples tirés des documents. Et ensuite, vous allez rédiger votre synthèse. Et donc, il faut faire attention à ne pas faire trop de fautes d'orthographe si c'est possible, parce que vous serez pénalisé au bout d'un certain nombre de fautes. Et, et ensuite, bah voilà, il faut respecter la consigne qui est de faire 350 mots. Après, le raisonnement. Donc, du coup, la partie raisonnement logique et mathématique pour Access, c'est une épreuve de 2 heures. Il y a 3 parties. Partie 1, raisonnement logique, 5 questions. Partie 2, mathématiques, 5 questions. Partie 3, problème, 5 questions. Pour chaque question, vous avez 4 propositions. Il faut dire si c'est vrai ou faux. Je vous ai mis un exemple de question.
Ça, c'est un exemple de question de logique. Il est un peu long. OK? Et ça, typiquement, c'est un type d'exercice que les étudiants ne peuvent pas faire. Ils n'ont pas les outils, en fait, en terminale pour faire ce type d'exercice. Et en fait, si vous voulez, vous avez 8 minutes par question et il faut être vraiment efficace dans votre manière de réfléchir. Et donc, il y a des techniques que nous, on apprend aux étudiants qui leur permettent voilà, de résoudre ce type de problème. Et là, par exemple, pour ce type de problème, il faut faire ce qu'on appelle un diagramme de Venn. Euh, Ça vous fera donc gagner du temps et ça vous rendra les choses plus possibles pour vous. Donc voilà, pour la partie raisonnement logique, il y a pas mal de techniques à apprendre qui peuvent vous être utiles, vous faire gagner du temps et vous permettre d'être vraiment efficace. En mathématiques, on est vraiment calqué sur le programme de terminale option maths complémentaires. Et ça, du coup, préparer ces access, ça vous aide vraiment pour vos maths en terminale. Et la partie problème, souvent, ils introduisent des notions économiques ou mathématiques qui ne sont pas au programme. Ils vous les expliquent bien et après, ils vous font travailler dessus. Donc, il faut vraiment être capable, en temps réel, de comprendre ce qu'on vous demande. Ils vous ont donné des explications et des exemples. Et après, il faut aussi réussir à appliquer ce qu'ils vous donnent. Et après, il faut aussi être vraiment capable de réfléchir pendant la partie problème. Mais on s'appuie quand même sur des outils mathématiques qu'on connaît pour 80% des questions. Donc moi, c'est une épreuve qui me tient spécialement à cœur parce que c'est moi qui donne les cours les cours hebdomadaires du moins, parce on donne des cours hebdomadaires de raisonnement logique et mathématique et c'est moi le prof. Et donc, je suis aussi le prof du coup des épreuves de raisonnement de Sésame. Donc avant, comme je vous l'ai dit, c'était mathématiques, français, logique générale. Maintenant, c'est maths, français, compétences digitales. C'est aussi moi qui donne les cours hebdomadaires. Donc en mathématiques, vous avez 20 questions pour Sésame pour 40 minutes. Ça n'a rien à voir avec les maths d'Access, hein, sincèrement. En termes de notions mathématiques, ça ne va pas plus loin que la seconde, mais vous avez 2 minutes par question. Et en fait, c'est plutôt des petits problèmes où il faut être capable de réfléchir et de solliciter les bons outils mathématiques. Encore une fois, il y a plein de techniques qui vous permettent de gagner en efficacité et de gagner vraiment des points. Et ça, c'est mon rôle d'expliquer aux étudiants comment ils peuvent faire pour bien s'organiser, pour bien utiliser l'information et pour bien être rapide et répondre. Vous avez du français, donc le français, ça va être de la grammaire, de la grammaire, du vocabulaire. Ça va être aussi de la culture littéraire, hein, et bien connaître les expressions françaises, connaître les courants littéraires, les auteurs, etc. Et les compétences digitales, c'est calqué sur le programme PIX, 20 questions à faire en 20 minutes. Et donc voilà, ça c'est un type de question. Par exemple, j'aime bien, parce que c'est ce que je fais, hein. Par exemple, Fatih va à l'école, elle y va en bus et rentre en voiture. La vitesse moyenne du bus sur son trajet est de 25 km/h. Au retour, elle roule à 100 km/h. Quelle est sa vitesse moyenne sur le trajet aller-retour? Et bien, la plupart des étudiants, ce qu'ils font, c'est qu'ils font 100 plus 25 divisé par 2, 62,5, réponse C. Ils se trompent tous. En fait, la réponse va être forcément inférieure à la réponse C, à 62,5 km/h, parce qu'à l'aller, elle va passer plus de temps, elle va passer plus de temps à rouler qu'au retour. Vu qu'elle va à 25 km/h et qu'au retour, elle va à 100 km/h, elle va passer 4 fois plus de temps à 25 km/h qu'à 100 km/h. Si le trajet fait 100 km, elle fera 4 heures à l'aller, 1 heure au retour. Donc ça veut dire qu'en tout, elle aura roulé 5 heures et elle aura fait 200 km. Donc sa vitesse moyenne, ça va être 200 divisé par 5, ça va être 40 km/h et c'est la réponse A. Donc voilà, ça c'est typiquement le genre de choses qu'on voit avec les étudiants. Il y a des formules aussi qui existent, mais bon bref, là je vous l'ai fait très rapidement, mais ce n'est pas le sujet. Et donc pour la culture générale, en fait, pour Sésame, vous avez une épreuve d'enjeux contemporains où ça va vraiment être les actualités des 10 derniers mois. Donc ça aussi, on les travaille spécifiquement. Pour Access, il y a une épreuve de culture générale juste pour l'ESCA au moment des oraux, des entretiens. Donc c'est une épreuve écrite qui a lieu pendant les épreuves orales. Pour l'IESEG, ils vous testent sur les actualités, un petit peu la culture générale. Au moment des entretiens, il y a 10 minutes de prévu pour ça. 5-10 minutes de prévu pour ça. L'épreuve de culture générale de l'ESCA, c'est des actualités de l'année passée aussi, avec quelques notions de culture générale à connaître en plus. Quand on prépare nos étudiants aux enjeux contemporains, on leur donne aussi des fiches de révision qui leur sont utiles pour l'ESCA. Ok, et donc ça, c'est un exemple de question. On vous demande c'est quoi une licorne en économie, et la bonne réponse, c'est une entreprise valorisée à plus d'1 milliard de dollars, non cotée en bourse et non filiale d'un grand groupe. Ok, du coup, maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour se préparer seul au concours. Donc, pour le concours Sésame, moi, ce que je vous recommande, c'est d'utiliser l'application Concours Sésame 2024. Elle est très bien faite, moi je trouve. Le seul problème, c'est qu'il y a très peu de contenu. Donc, vous allez vite tourner en rond. Maintenant, c'est du contenu qui est tiré des annales. Et donc, du coup, ça va vraiment vous donner une vraie vision de ce qu'est le concours Sésame. Donc, même si ce n'est pas assez riche en contenu, c'est quand même utile. Et quand vous souhaitez vous inscrire sur l'application, vous allez payer 100 euros.
Et au moment où vous allez faire votre inscription pour Sésame, et ben dans ce cas-là, vous allez payer 190 euros au lieu des 290 euros qui sont prévus normalement. Donc le coût des concours, hein, c'est 290 euros pour s'inscrire à Sésame, 190 pour Access. Ok. Faut pas que ça vous arrête, hein, le coût des concours, c'est pas prohibitif du tout. Quand on voit que les années à l'école, ça va vous coûter entre 40 et 60 000 euros, faut pas que vous soyez, si vous êtes bloqué par 190 euros d'Access ou 290 euros de Sésame, c'est mauvais signe. Si vous êtes boursier, vous avez 50% de réduction sur l'inscription au concours. Vous pouvez aussi vous entraîner avec des livres. Moi, je recommande plutôt le grand manuel du concours Sésame, le grand manuel du concours Access. Il y a aussi la Bible du concours Access, la Bible du concours Sésame. Honnêtement, c'est très bien enfin, les parties courtes, elles vont vous aider. Après, n'en attendez pas non plus monts et merveilles. C'est jamais mis à jour. Ça fait 15 ans que c'est les mêmes. Enfin, c'est très rarement mis à jour et très peu mis à jour. C'est les mêmes sujets depuis toujours. Moi, ça fait 8 ans que je fais de la préparation. Ça fait 8 ans qu'ils ont les mêmes sujets alors qu'ils changent d'édition soi-disant tous les ans. Après, dans la nouvelle édition, ils parleront peut-être un petit peu des compétences digitales alors qu'ils ne le faisaient pas avant. Mais je ne crois même pas qu'elles sont encore sorties à la nouvelle édition du grand manuel, étant donné qu'ils ont été obligés de changer des choses cette année et que ils n'ont pas l'habitude. Et c'est pareil pour la Bible. Mais quand même, ça peut vous donner du contenu en plus, ça peut vous aider à vous préparer. Et en fait, voilà, le problème du fait que ça ne soit pas à jour, c'est que sur 10 questions, il y en a 7 qui sont utiles et il y en a 3 qui sont même plus du tout au programme. OK? Et donc, parfois, vous allez être un petit peu à côté. Et en fait, par exemple, pour le concours Sésame, notamment, ils aiment bien réutiliser plein de questions du Taj Maj. Donc, ils ont un livre, le grand manuel du Taj Maj, ou la Bible du Taj Maj. Et en fait, comme moi, je prépare au Taj Maj aussi, je le vois, c'est les mêmes exercices, sauf qu'au Taj Maj, on vous propose 5 réponses, au lieu de 4 pour Sésame, par exemple. Et donc, du coup, parfois, ce n'est pas dans les attentes du concours Sésame. Mais bon, ça peut quand même vous aider. Moi, je trouve que le grand manuel est mieux que la Bible. Vous pouvez aussi apprendre un peu en vous amusant, hein, avec les comptes Instagram. Moi, j'adore BBC Learning English pour l'anglais. Pour les actualités, Hugo Decrypt, c'est très bien. On faisait des revues d'actualité avant avec Prépa Campus, mais on est moins assidu dessus. Pour la partie raisonnement sur Prépa Campus, sur notre Instagram à nous, il y a plein d'exercices et plein de techniques pour vous entraîner, donc ça peut vous aider. Et sinon, plus que le compte Instagram de Ed Academy, la chaîne YouTube Ed Academy, moi, je trouve elle est très bien faite. Et donc, du coup, c'est un collègue, enfin, c'est un collègue. Euh, c'est pas nous, hein, mais du coup, moi je trouve que leur travail il est très bien fait. Et même moi, en tant que prof, je trouve que c'est très pédagogique. Enfin, j'aime bien la pédagogie des deux gars qu'il y a derrière Ed Academy. Et donc, c'est pour ça que je recommande leur contenu parce que je trouve qu'il est bien, en fait. Et du coup, nous aussi, on propose du contenu qui est réservé aux étudiants de Prépa Campus. En fait, on a une plateforme avec des cours vidéo, avec des exercices, avec des corrections. On a des fiches de révision pour les enjeux contemporains. En plus, des replays des cours. Enfin, les étudiants peuvent faire les cours en direct, mais peuvent aussi avoir les replays. Pareil, on a des cours avec des exercices en anglais, des sujets de synthèse. Et en plus, on s'entraide et on peut poser des questions directement au prof. Et donc, du coup, nous, on peut. Nous, on est réactifs. Donc, si vous vous préparez tout seul et vous souhaitez travailler avec notre plateforme, et c'est réservé aux étudiants de la prépa, hein. Mais nos étudiants de la prépa, quand ils travaillent tout seuls, ils peuvent poser des questions directement à leur prof à tout moment. On leur répond dans la journée, dans les 24 heures. Voilà. Donc, du coup, si vous souhaitez travailler avec nous et avec moi en particulier, on a plusieurs formules qui vous permettent de réussir les concours. Du coup, on a des formules pour Sésame, pour Access et pour Access plus Sésame. Mais grosso modo, on a deux types de formules différentes en fait. Enfin, comment dire, si je devais vous présenter les formules, c'est que déjà dans toutes les formules, on prépare toutes les épreuves écrites. OK? Et en fait, vous avez deux options. Il y a première option, c'est faire une partie en stage et une partie en cours hebdomadaire. Deuxième option, c'est de tout faire en stage. Quand vous êtes en stage chez nous, je pense qu'on est les seuls à proposer ça, vous êtes maximum 3 parcours. Selon les matières, vous pouvez être deux même pour les mathématiques. Les cours hebdomadaires, c'est collectif. OK. Les cours hebdomadaires, c'est uniquement à distance, c'est collectif. C'est moi le prof pour les cours de mathématiques, français, compétences digitales et raisonnement logique et mathématiques. Donc, c'est les matières les plus importantes en réalité. Et je donne 3 cours par semaine pour Access, 3 cours par semaine pour Sésame. C'est les lundis, mercredis et vendredis. Un étudiant, pour bien se préparer, il faut qu'il fasse un cours par semaine. C'est des cours d'une heure. Donc, si vous faites Access et Sésame, il faut faire au moins 1 heure Access, 1 heure Sésame, sachant que, en fait, du coup, je fais 3 fois le programme. Une fois le lundi, une fois le mercredi, une fois le vendredi, mais je ne fais pas le programme dans le même ordre, que ce soit lundi, mercredi ou vendredi. Donc, si la géométrie, je le fais, par exemple, si ce lundi, je fais de la géométrie pour Sésame, et mercredi, je vais faire autre chose et vendredi, autre chose. Mais par contre, je referai de la géométrie le mercredi, mais à une autre période de l'année, peut-être en février. Et peut-être que pour le vendredi, ça sera en janvier.
Ce sera la même partie cours, mais ça sera des exercices différents. Et de toute façon, tous les cours hebdomadaires qu'on fait, ils sont enregistrés et vous pouvez aussi y accéder via la plateforme. Et donc, du coup, si vous ratez un cours, vous pouvez le récupérer. Les cours hebdomadaires, ils ont commencé il y a 4 semaines, mais ce n'est pas du tout trop tard pour pouvoir prendre le train en route. Et d'ailleurs, pour ceux qui souhaitent faire un cours d'essai, vous pouvez m'envoyer un message par mail. Euh, et en fait, vous avez la possibilité de vous inscrire gratuitement au cours Access de demain, qui est de 18h à 19h, ou au cours Sésame de demain, qui est de 19h15 à 20h15. OK? Donc, il suffit d'écrire un mail pour ça et vous pouvez participer gratuitement au cours. Et donc, du coup, en fait, c'est des formules qui sont très complètes en termes de volume de cours. Il y a quand même pas mal d'heures. On suit les étudiants de très près. Le fait que ça soit en fait en petit comité, déjà, moi, je connais tous les étudiants de la prépa parce que je les ai tous en cours régulièrement. Et ensuite, les profs qui vont avoir pendant leur stage, ils seront 2 ou 3 par cours. Du coup, ils vont être très proches. Ils vont pouvoir faire un travail très ciblé avec les étudiants. Donc, ça nous permet de travailler de manière très personnalisée avec les étudiants. Et donc, du coup, on a mis en place une formule admissible ou remboursée. On a mis même en place la formule admissible ou remboursée la plus contraignante du marché pour nous, qui est, si vous préparez le concours Sésame, il faut mettre juste 5 écoles de votre choix. On ne vous oblige pas à mettre des écoles faciles à avoir parce qu'il y en a qui sont très faciles à avoir. On vous dit, mettez vos 5 préférés. Pour Access, il faut mettre les 3 écoles. Et si vous n'êtes pas admissible à une de ces écoles-là, on vous rembourse toute la prestation. On vous rembourse toute votre préparation. Et du coup, voilà, vous avez la possibilité de faire soit tout en stage, soit en cours hebdomadaire. Les deux fonctionnent très bien. Et si vous voulez faire avec les cours hebdomadaires, ce n'est pas trop tard. Et donc, ce sera moi votre prof pour les cours hebdomadaires. Si vous faites avec la partie raisonnement logique et mathématique ou maths, français, compétences digitales en stage, c'est possible. Et vous allez avoir du coup un prof qui sera pour vous à 2 ou 3 parcours. Les stages, ils peuvent être faits en présentiel. C'est à Paris, les stages en présentiel. Et c'est au métro République. OK. Vous pouvez faire vos stages quand vous voulez pendant les vacances scolaires, pendant les vacances de Noël ou pendant les vacances de février. Et donc, du coup, voilà, si vous voulez voir qui on est, je vous invite à taper Prépa Campus sur Google. Là, les avis que j'ai affichés, en fait, parce que j'en suis assez fier, honnêtement, parce que c'est au niveau de la prépa, mais en fait, c'est juste les 6 derniers avis. On a 66 avis sur Google, on a 100% d'étudiants qui nous ont mis et de parents qui nous ont mis 5 étoiles. Et je vous invite vraiment à taper Prépa Campus sur Google, aller lire les avis. Je pense que c'est la meilleure pub qu'on puisse avoir pour nous. Et ça va vous montrer vraiment la qualité de notre travail et comment on fait pour être vraiment bon avec les étudiants et pour vraiment leur donner envie de travailler, les faire progresser. On le fait avec bienveillance, avec amour et avec dévouement, et ça nous permet d'avoir des super résultats. Et donc, du coup, je pense que c'est aussi grâce, comment dire, le fait qu'on accompagne nos étudiants d'aussi près, je pense que c'est ce qui fait qu'on, qu'on arrive à avoir ces résultats-là. Et d'ailleurs, Quentin, c'est un étudiant qui était avec nous il y a 3 ans. On est resté en contact. Aujourd'hui, je lui demande de venir intervenir à des réunions. Il n'avait jamais fait avant. Mais en fait, ça fait 2 ans qu'on n'avait pas perdu le contact parce que on se tient au courant de comment évoluent les étudiants et quand ils gardent contact avec nous, on garde aussi contact avec eux, quoi. OK. Donc, j'en ai fini pour ma présentation. J'ai un petit peu débordé. Et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions et je vais du coup réactiver le micro. Vas-y. Quentin, tu pourrais activer ton micro pour poser les questions. Yes, une petite seconde, je remets en place. Alors, voilà. Hop, alors les premières questions, je vais essayer de remonter tout en haut. Alors, on a Acho qui nous demande, est-ce que l'alternance rajoute des années d'études, puisqu'on est 6 mois dans l'entreprise? Non. En fait, vous êtes obligé d'avoir une partie où vous êtes en stage. Et en fait, ça va remplacer plutôt des périodes de stage, l'alternance. Et en fait, ce que font les écoles aussi, c'est qu'elles vont adapter parfois leur emploi du temps pour les étudiants qui sont en alternance. OK? Et juste l'alternance, vous pouvez aussi le faire d'ailleurs quand vous êtes à l'université. Ouais, vas-y, dis, Quentin. Alors, dans le cas de l'ESSEC, c'est un peu différent. Donc, on a le choix de l'alternance, bien sûr, en plus donc, des stages qu'on a. Mais il y a quand même quelques contraintes derrière. Il y a quelques échanges et programmes qu'on ne peut pas faire, dans le programme IBA, dans le programme Berkeley aussi que je fais. Et ça va rajouter un semestre de plus à l'ESSEC. Mais c'est très spécifique à l'ESSEC, encore une fois. Ouais. Et en fait, autre chose aussi, c'est que pour certaines, en fait, l'alternance est liée à la région. OK? Et donc, dans certaines régions, il y a la possibilité que les budgets pour l'alternance soient un peu plus faibles et que vous puissiez faire maximum 1 an d'alternance.
Ok. C'était le cas à l'EM Lyon avant. Je ne pense pas que ce soit toujours le cas maintenant. Mais c'était le cas il y a plusieurs années à l'EM Lyon. Ok. Donc parfois, vous êtes limité à 1 an d'alternance, mais en général, c'est 2 quand même, dans la grande majorité des cas. Et certaines écoles d'ailleurs ne font pas d'alternance, comme par exemple HEC, en programme grande école. Ils ne font pas d'alternance, c'est une des rares écoles qui en fait pas, mais parce qu'en fait, ils n'arrivent pas à concilier ça avec leur programme. Ouais. Alors ensuite, on a E36953 qui nous demande qu'est-ce qu'on pense des IAE? Hum, je pense que euh, c'est pas un bon IAE, c'est assez intéressant, mais je dirais que c'est pas. Je suis pas un spécialiste hein, des IAE en général, mais je pense que c'est pas aussi bien qu'une très bonne école de commerce post-bac. Pas qu'une bonne école de commerce post-bac même. Je sais Ensuite, pas on si c'est a, intéressant. Ouais, pardon. ensuite, Ouais. Vanessa qui nous demande est-ce que pour préparer l'épreuve de raisonnement logique maths, il est judicieux de prendre l'option maths complémentaire à défaut de l'aspect maths? Alors, pour le concours Sésame, c'est pas très important, moi je trouve. C'est judicieux par contre. C'est judicieux, mais c'est pas nécessaire. Pour le concours Access, c'est possible de préparer. Enfin, nous, on prépare le concours Access à des étudiants même qui sont STMG. Mais ça leur demande un travail supplémentaire qui est non négligeable, qui est vraiment important. Donc, si un étudiant est très motivé, c'est possible. Nous, en fait, vu qu'on fait un peu du sur-mesure, si vous voulez, moi, les étudiants que j'ai en STMG, typiquement, quand je vois qu'ils sont largués sur une notion, je vais leur rajouter un cours qui va être gratuit, mais même pour des étudiants qui ne sont pas en STMG d'ailleurs, et je vais retravailler ça avec eux en dehors des cours. Donc, par exemple, les cours, c'est lundi, mercredi, vendredi. Bah, peut-être que si je vois qu'ils ont eu des difficultés si des étudiants ont eu des difficultés sur la loi binomiale le mercredi, bah, je vais rajouter un cours le jeudi et je vais tout leur expliquer attentivement, etc. Mais ça veut dire que c'est un travail supplémentaire, c'est un effort supplémentaire. Et donc, du coup, c'est important de faire des maths complémentaires si vous voulez que ça soit plus léger pour vous la préparation. Après, moi, ce que je dis aux étudiants, c'est que si eux, ils sont motivés et qu'ils sont prêts à prendre le temps, moi, je suis prêt à les accompagner, à travailler avec eux, à faire l'effort supplémentaire. C'est moi qui les donne, les cours de raisonnement logique et mathématique. Donc, moi, je m'en fous, hein. Je fais le nombre d'heures qu'il faut pour qu'à la fin, tout le monde réussisse. Par contre, dans ce cas-là, il faut faire une option A avec les cours hebdomadaires. Il ne faut pas faire un truc full stage. Parce que si tu t'attends juste les vacances pour faire des mathématiques encadrées, ça sera trop tard. Il faut travailler régulièrement, en fait. J'aimerais juste ajouter que même pour Sésame, le fait de prendre un mathématique complémentaire, ça donne juste un peu une logique mathématique. Ce n'est pas des notions mathématiques, mais toujours une forme de raisonnement qui peut être quand même vachement utile pour de la logique. Ouais, vrai, je valide. Ensuite, on a Agnès qui nous demande est-ce qu'on pourra t'avoir en replay? La conférence? Ouais. Bah oui, oui, enregistré. Alors demain, j'enverrai à tout le monde la conférence et les slides. OK? Donc je le ferai demain. Par contre, si vous voulez participer au cours de demain soir, euh, bah, le plus tôt vous me prévenez, le mieux c'est. OK? Donc bon, ce soir, je ne vais pas traiter ça ce soir, hein, après la conférence, mais demain matin, ça va être mieux. Et dans l'idéal, ne m'envoyez pas un message à 17h30 pour le cours de 18h, parce que de toute façon, moi, je serai déjà peut-être en train de me préparer pour le cours. Et donc, du coup, ce sera peut-être trop tard pour que je vous envoie le lien Zoom pour participer. Ensuite, on a Zoé qui nous demande est-ce que l'absence de mathématiques dans ses spécialités peut l'empêcher d'avoir les concours? Mais je crois qu'on y a répondu, Johan. Ouais, ouais, ouais. Pour Sésame, c'est pas trop grave. Pour Access, c'est un travail supplémentaire. Ensuite, Ellie nous demande si les cours sont à distance ou en présentiel. Pour les stages intensifs, c'est à distance ou en présentiel, c'est au choix. Pour les cours hebdomadaires, c'est que à distance. En fait, 60% des étudiants de la prépa ne sont pas en région parisienne. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens qui font que ça que à distance. Et bah, c'était ton cas, toi, Quentin, d'ailleurs, Oui, j'ai fait certaines choses à distance. Oui, je n'ai pas fait les stages intensifs à distance, mais j'ai fait des cours. C'était des formules différentes à mon à époque. l'époque. Ouais. Mais en gros, ouais, c'est ça. Donc, du coup, chez 60% des étudiants sont quasiment que à distance. Et on a des aussi bons résultats pour les études à distance que ceux en présentiel. Parce qu'on travaille, pareil, encore une fois, en effectif réduit. En fait, on suit les étudiants. Et donc, moi, par exemple, pour rendre les cours interactifs de raisonnement, enfin, de maths et de raisonnement logique et mathématiques français compétences digitales, en gros, sur un cours d'une heure, je fais 20 minutes de cours et après, on passe directement à l'application. Et en fait, je demande aux étudiants de participer. Tout le monde doit avoir la caméra allumée, évidemment.
tout le monde doit avoir un micro qui marche. Et en fait, juste déjà en voyant les réactions des étudiants, bah, je sais qui je dois interroger, enfin, qui je dois apostropher parce que je vois qui n'a pas compris, qui a compris. Et donc, en fait, je demande tout le temps aux étudiants de participer. Je leur fais faire je leur demande de remplir des petits quiz, de m'envoyer des messages dans la discussion, etc. Et en fait, c'est hyper interactif utiliser aussi les réactions sur Zoom. Et en fait, on arrive à faire suivre tout le monde. Et en fait, on voit que tout le monde est hyper concerné. Et moi, je recommande aux étudiants de faire 1 heure de cours hebdomadaire par semaine avec moi. Mais en fait, je me rends compte que comme je donne accès aux étudiants à tous les cours, en fait, la plupart des étudiants, ils font plus qu'un cours par semaine avec moi parce qu'en fait, ils se disent, bah, comme ça, je vais m'entraîner plus vite, je vais progresser plus vite. Et donc, du coup, il y en a plein qui font l'effort parce qu'ils aiment bien, je pense, hein, de faire plus, quoi. Comme ça, ils se disent, bah voilà, là, je suis dispo, je viens tous les lundis, mais là, ce mercredi, je suis dispo, je viens. Ou là, ce vendredi, je suis dispo, je viens. Et du coup, ça veut dire qu'ils vont faire 2 fois certains cours, mais avec des exercices complètement différents, évidemment. Ensuite, on a E36 953 qui demande c'est combien d'heures par semaine? Bah, quand on fait les cours hebdomadaires, c'est 1 heure par semaine pour Access, 1 heure par semaine pour Sésame. Plus vous avez les stages pendant les vacances scolaires. Un stage d'anglais, par exemple, c'est 2 heures par jour sur une semaine. Donc, si vous faites juste Sésame, vous faites stage d'anglais, stage d'analyse documentaire, c'est 2 heures par jour sur une semaine pour l'anglais, pareil pour l'analyse documentaire. Si vous mettez tout sur la même semaine, ça fait 4 heures par jour sur une semaine. OK. Et si vous voulez répartir, vous pouvez répartir. Le module d'enjeu contemporain, on le fait sous la forme de cours hebdomadaires, mais ça arrive fin janvier. Et c'est les dimanches soirs de 18h à 20h. Et tous les cours sont enregistrés. Donc, si vous en ratez un, vous avez le replay quoi qu'il arrive. Voilà. Et pour les cours hebdo, en gros, vous avez 3 fois 1 heure de possible. Mais moi, je vous recommande de venir au moins une fois. Et comme il y a 4 semaines qui sont passées, soit les cours que vous n'avez pas fait, en fait, vous avez accès au planning avec tous les cours et tout le programme, soit en gros, vous les rattrapez sur les autres jours ou sur les autres jours, parce que comme on ne fait pas dans le même ordre, vous allez pouvoir les rattraper, soit vous les regardez en replay, et si vous avez des questions, vous me demandez de toute façon, et moi, via la plateforme, je suis réactif, quoi. Et ensuite, il demande aussi quelles sont les écoles faciles. Les écoles faciles, c'est PSB, EDC, euh, IPAG, ESCE. Ça, c'est des écoles qui sont faciles à avoir. Alors, pour moi, hein, la définition d'une école facile pour ces concours-là, comme la plupart des élèves, ce n'est pas forcément des gens qui vont préparer ces concours, à partir du moment où les taux d'admission dépassent 40-45%, je considère que ça peut être une école plutôt facile, selon moi. Mais qu'est-ce que tu en penses, Yoann? Ouais, t'as raison. Ensuite, Madame Henrique nous demande un stage Sésame pendant les vacances de février est égal 1 ou 2 semaines. En fait, imaginons que vous faites Sésame. Donc, si vous faites la formule, par exemple, avec les cours hebdomadaires, bah, vous allez devoir placer juste un stage d'anglais et un stage d'analyse documentaire. Donc, vous pouvez mettre ça sur la même semaine, ça fera juste 4 heures par jour. Si vous faites une formule full stage, et ben, en fait, vous avez un stage de mathématiques et un stage de français et compétences digitales, c'est ensemble à rajouter en plus. Donc, ça veut dire que ça vous prendra là toute la journée. Ça fera... En fait, les mathématiques, c'est 1 heure et demie par jour sur 5 jours et vous n'êtes que 2 parcours au lieu d'être 3. Donc, du coup, ça vous fait 7 heures et demie de cours par jour si vous faites ça sur une semaine. Si vous répartissez ça sur 2 semaines, bah, ça sera peut-être une matinée la première semaine et peut-être une après-midi la deuxième. Enfin, c'est vous qui voyez comment vous voulez faire. De toute façon, on voit ça ensemble au moment de l'inscription. Ensuite, on a Grégoire qui nous demande les chances de succès au concours en venant de STMG. Pour le concours, ça ne veut rien dire un petit peu hein, les chances de succès parce que avoir une école nulle, c'est facile. Avoir une bonne école, bah, ça dépend en fait, hein. Si tu veux par exemple postuler à l'ESSEC, ils regardent le dossier aussi. C'est 30% de la note. C'est l'école pour laquelle le dossier le plus important, c'est l'ESSEC et l'EM Lyon. C'est 30% de la note pour l'ESSEC, 33% pour l'EM Lyon. Et donc, du coup, si tu as un bon dossier en STMG et que tu réussis bien le concours, bah, tu peux avoir les meilleures écoles, tu vois. Mais si ton dossier il est moyen, après, ça dépend comment tu vas te préparer, en fait. Et si tu te prépares avec nous, on te met une clause admissible ou remboursée. Donc, ça veut dire qu'on pense que tu vas avoir, si tu suis les cours, en fait, si tu viens au stage et si tu viens une fois par semaine en cours, moi, je pense que tu vas avoir à 98% de chance euh, un, un de tes 5 premiers choix. Tu vois. C'est pour ça Puis qu'on dit moi- admissible ou remboursé. C'est pas pour te rembourser, en fait. C'est parce qu'on pense que tu vas être admissible. Mais si jamais il y a un accident cataclysmique, on ne sait pas pourquoi, bah, on te rembourse. Et puis, je pense hein, qu'il y a des places dédiées au STMG, en tout cas à l'ESSEC. Il y a quand même une quantité non négligeable d'élèves qui viennent de l'ESSEC.
Et c'est même des élèves qui, pour certains, avaient des dossiers assez moyens, mais visiblement, en comparaison des autres gens qui avaient postulé, avaient un bon dossier. Parce que j'ai beaucoup parlé de ça avec eux, en tout cas. Ok, c'est intéressant. Voilà, c'est peut-être dans chaque classe, ça fait 1 à 2 personnes, ça fait 2 sur 30, je pense, quelque chose comme ça. Ok, ouais, c'est pas énorme non plus. Ouais. C'est des gens qui ont dû cartonner aux écrits, quoi. Je ne suis pas sûr, mais pour moi, il y a vraiment des places qui sont dédiées au STMG et Ouais, ouais, c'est possible, ouais, ouais. Ouais, peut-être carrément. que beaucoup de STMG n'osent pas peut-être tenter ces concours et du coup. Ouais, nous, on en prépare beaucoup des STMG quand même. Ensuite, on a Messas qui nous demande est-ce qu'on peut faire des cours hebdomadaires et des stages sur la période de vacances? Bah, en fait, quand tu fais l'option A avec les cours hebdomadaires, tu as forcément des stages aussi. Tu as les stages d'anglais, d'analyse documentaire. Si tu fais Access et Sésame, tu as même la synthèse en plus. Maintenant, si tu veux faire encore plus de stages, normalement, tu n'es pas censé en avoir besoin de faire des stages en plus. Mais si, de maths ou de français, compétences digitales. Mais si tu veux le faire, tu peux. C'est juste moyennant un supplément à rajouter. Mais en réalité, normalement, tu ne devrais pas en avoir besoin. On n'en parle pas parce que en fait, normalement, tout devrait être bon. Et si jamais tu te rends compte que tu en as besoin, pour une raison X ou Y, bah, tu pourras toujours les rajouter, mais rajoute-les en février. Tu vois, laisse-toi l'opportunité de faire sans rajouter des stages. Parce que normalement, ça devrait être bon. Avec tout ce qu'on va te suivre et ce qu'on va faire avec toi, etc. Même en dehors de cours, en fait, des cours, on est présent pour toi. Tu vois, par exemple, typiquement, tu as fait ton stage d'analyse documentaire, tu fais un sujet, tu as des questions ou même une synthèse de document, tu veux te la faire corriger par un prof, tu l'envoies à ton prof qui t'a donné son numéro perso au moment du stage, parce que les profs vont te donner leur numéro perso, et ils vont la corriger, tu vois. À la fin de chaque période de stage, par exemple, pour te dire, je rappelle personnellement tous les parents un par un pour leur dire comment s'est passé le stage, c'est partie du suivi, et quelles sont les choses en fait que l'étudiant peut améliorer et comment il peut les améliorer. Donc typiquement, si tu vois par exemple en anglais, on dit ouais, il a des difficultés sur tel point, tel point, tel point, bah, je vais envoyer aux parents un débrief qui va leur expliquer ça et je vais envoyer aux élèves des exercices ciblés pour qu'ils puissent travailler les points sur lesquels ils ont des difficultés. Et normalement, après, ça devrait être bon. Ensuite, on a Armel qui nous demande comment assurer un bac+5 après le BBA et quelles sont les passerelles. En gros, tu as vraiment mille moyens de le faire, tu vois. Mais si tu veux, quand tu es en université, par exemple, et que tu fais une licence, bah, après, il faut que tu postules le master et que tu sois pris, tu vois. Bah, là, c'est la même chose. Donc, en réalité, si tu travailles bien pendant ton BBA, ça va très bien se passer pour ton master. Si tu as fait des stages qui sont en lien avec le thème du master, ça va encore augmenter tes chances d'être pris dans le master. Mais en réalité, les gens ne restent pas sur le carreau, surtout quand tu as fait un bon BBA, quoi. Donc, il n'y a pas de, y a pas de souci de ce point de vue-là. Et donc, tu peux faire ça. Ou sinon, ce que tu peux faire aussi, c'est un master spécialisé dans une école de commerce ou des admissions sur titre pour entrer en programme d'école. Mais dans tous les cas, tu peux faire tout ça. Ensuite, Agnès nous demande l'option B full package comprend combien de stages? Toutes les vacances scolaires de l'année de terminale, une par semaine par Alors, vacances, en une par fait c'est semaine des par vacances. modules, si tu veux. C'est des modules. Donc, pour Sésame, enfin, on va faire pour Access, c'est pour changer. Pour Access, quand vous faites l'option full stage, vous avez un module d'anglais, un module de synthèse, deux modules de raisonnement logique et mathématique. Les modules de raisonnement logique et mathématique, vous êtes deux parcours, c'est les modules 1h30. Donc, en fait, ça veut dire que vous avez, pour l'anglais, 2 heures de cours sur 5 jours, enfin par jour sur 5 jours, donc 10 heures de cours d'anglais. Pareil pour la synthèse. Et pour le raisonnement logique et mathématique, vous avez 1h30 de cours sur 5 jours, 7h30, deux fois. Et vous le répartissez comme vous voulez. Soit vous mettez ça sur la même semaine, ça fait une grosse semaine, soit vous mettez ça sur 2 semaines, c'est plutôt ce que je vous recommande si vous avez la possibilité de le faire. Ce sera moins lourd et ça nous permettra de travailler, de bien travailler. Par exemple, en décembre, vous faites anglais, raisonnement logique et mathématique sur l'une des 2 semaines. En février, vous faites synthèse, raisonnement logique et mathématique sur une des 2 semaines. On aura le temps de travailler tout le programme comme ça. Et entre-temps, on vous aura aussi donné accès à des exercices de notre plateforme pour la partie raisonnement logique et mathématique, vous permettant de vous entraîner. Et si vous avez des besoins spécifiques en synthèse et en anglais, de toute façon, on vous enverra des sujets aussi pour vous entraîner et vous aurez la possibilité de demander des conseils à vos profs. Ensuite, on a, on a l'évêque qui nous demande conseillez-vous de préparer les deux, Access et Sésame en même temps? Oui, en fait, si vous faites des mathématiques encore en terminale et que vous voulez passer les concours, franchement, 60% des étudiants ils font accès à Sésame en réalité.
Il y a 30% qui font que Sésame et il y a 10% qui font que Access. Les 30% qui font que Sésame, en général, c'est des étudiants, dans la plupart des cas, qui ont arrêté les maths et qui disent je ne veux pas me lancer dans Access. Après, il y en a qui disent je veux en particulier, je veux juste le billet de l'ESSEC, donc c'est pour ça que je vais faire ça. Ceux qui veulent faire que Access, en général, c'est qu'ils visent une école en particulier, pareil, l'IESEG ou l'ESCA, dans la plupart des cas. Et sinon, si toutes les écoles vous intéressent, vous faites Access et Sésame, c'est l'option la plus classique. Il y a des complémentarités entre les deux concours, même s'il y a beaucoup de choses il y a aussi des choses différentes. Mais par exemple, au niveau de. Enfin, il y a pas mal de choses. Par exemple, au niveau de l'anglais, c'est quasiment la même chose. Au niveau des entretiens, ça se ressemble. L'analyse documentaire et la synthèse, c'est vertueux de travailler l'un pour l'autre. Ça aide. Euh, et pareil, sur la partie raisonnement logique et mathématique, c'est pas la même chose du tout que les mathématiques de Sésame. Mais il y a des notions qui vont vous resservir, que vous allez pouvoir réutiliser quand même, en partie. Et donc, du coup, ce n'est pas deux fois plus de travail de faire les deux. Et donc, quand on s'y met, c'est bien de faire les deux quand on a la possibilité. Ça ouvre plus de portes et ça permet de viser les meilleures écoles des deux concours. Ensuite, on a Zoé qui nous demande est-ce que les BUT, GEA et GACO proposent une meilleure qualité au niveau des cours qu'une école de commerce post-bac? Et est-ce que ça revient au même de faire d'abord un BUT puis un master en école de commerce que de faire directement 5 ans? Alors, ça dépend de l'école de commerce que tu vas intégrer, mais oui, ça peut revenir au même en termes de diplôme à la fin. Et en termes de qualité des cours, ça dépend du programme que tu vas faire. Si tu rentres à l'IESEG ou à l'ESCA ou à l'EM Lyon ou à l'EDEC, même hors concours, ou à l'ESSEC, etc., tu vas avoir une très bonne qualité de cours qui sera meilleure que dans n'importe quel BUT, je pense, parce qu'ils ont plus de moyens, en fait. Euh, Par contre, si tu vas dans une école qui est moyenne, voire pas top du tout, autant faire un bon BUT sans problème, quoi. Enfin, je veux dire, ça se discute complètement. Johan, du coup, je vois qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais faire que les questions auxquelles on n'a pas répondu, puisque certaines se répètent. Ça ne te dérange pas? Ok, pas de problème. Alors, hop. Donc, Roland nous demande quelle est ton adresse mail. Alors, du coup, vous avez reçu des mails normalement. Je vous ai déjà relancé, enfin, je vous ai déjà donné envoyé des mails, mais je renvoie mon adresse mail. Johan@prépacampus.fr. Voilà, je l'ai mise dans le chat et vous la retrouvez. Ah, maintenant, elle n'est pas sinon là. Sinon, si vraiment vous avez du mal, vous pouvez m'envoyer un SMS, sinon vous pouvez m'appeler. Les tarifs, ils sont sur la présentation là. Euh, parce que je suis en train de voir le chat du coup. Et y a-t-il des différences? Alors, je réponds aux questions, parce que je vois les dernières questions qui affichent. Y a-t-il des différences de réussite entre les élèves qui font les stages et ceux qui font les cours hebdo? En réalité, pour les deux cas, on fait admissible ou remboursé. Dans les deux cas, en fait, c'est des programmes qui sont très, comment dire, privilégiés, qui fonctionnent très très bien. Maintenant, je pense à ce stade de l'année. Moi, j'aime bien la formule hebdo parce que déjà, je donne les cours dedans, donc moi, ça me permet de connaître personnellement tous les étudiants qui passent par cette formule-là. En plus, ça me permet de les suivre aussi sur l'année. Et donc, du coup, je suis sûr qu'ils vont travailler pendant toute l'année, en fait, s'ils sont avec moi en général. Maintenant, la formule full stage, si c'est celle qui vous arrange, elle fonctionne super bien, franchement. Et donc, il n'y a absolument aucun problème dessus. N'oubliez pas, quand vous êtes en full stage, pendant vos stages de raisonnement logique et mathématique, par exemple, vous êtes deux parcours. C'est méga individualisé. Donc, du coup, en fait, nous, on sait tout le programme qu'on doit faire, mais on va passer, euh, euh, enfin, on va passer, on va dire, un temps spécifique sur. Enfin, on va passer, comment dire? On va passer plus de temps sur les choses qui vous posent problème et on va aller vite sur les choses sur lesquelles vous êtes à l'aise, en fait. Et du coup, quel est mon statut dans l'entreprise? Combien il y a de profs? Donc, moi, mon statut, je suis le directeur de Prépa Campus et il y a une vingtaine de profs dans Prépa Campus. Voilà, une vingtaine de profs. La plupart, ils interviennent que au moment des stages ou au moment des entretiens. Et au moment des préparations aux entretiens, les profs qui interviennent, la plupart, ils ont été soit jury en école, soit ils sont ils ont été jurys en prépa, et on a 100% de réussite aux entretiens depuis plusieurs années. Donc, du coup, la préparation d'entretien, ça marche tout le temps. Zoé nous demande est-ce que l'écart d'une prépa à une autre est énorme et est-ce qu'une seule semaine de stage en février est suffisante? Bah, l'écart de préparation, en fait, si vous voulez, après, c'est à vous de regarder un peu ce que font les autres prépas. En fait, la formule classique d'une prépa, c'est de vous dire on vous fait travailler intensivement pendant une semaine, vous êtes un groupe de 30 et à la fin, c'est terminé. OK? Nous, notre approche, elle est complètement différente. C'est-à-dire que
quand on travaille avec les étudiants, on propose des options avec des cours hebdomadaires. On propose un suivi sur l'année aussi qui fait que, bah, en fait, on ne s'arrête pas du tout au fait qu'on soit en stage. Et même quand vous faites un stage, en fait, après le stage, je vais vous rappeler, je vais demander au prof de me faire un débriefing du stage pour chacun des cours que votre enfant a fait ou que vous avez fait vous-même si vous êtes l'étudiant. Et ensuite, je vais vous appeler pour vous expliquer comment ça s'est passé et qu'est-ce que vous devez travailler. Et je vais vous envoyer du contenu spécifique pour que vous puissiez continuer de progresser. Ça, personne ne fait ça. Mais en fait, c'est la meilleure manière de travailler et donc du coup d'avoir les meilleurs résultats possibles. Et encore une fois, même si vous ne faites pas de prépa, vous aurez une école. Enfin, surtout sur Sésame. Parce qu'il y a des écoles qui sont très faciles à avoir. Maintenant, notre objectif, c'est de faire la meilleure école possible. Et ce que j'ai l'habitude de dire aussi, c'est que le coût de la prépa, c'est rien par rapport au coût des études. Quand vous faites une prépa et vous payez, je ne sais pas, 2000 euros même la préparation, en fait, vous mettez ça en perspective avec les 60 000 euros ou les 50 000 euros que vous allez payer quand vous allez être en école. C'est 4% en fait de ce que vous allez investir en fait dans vos études. Et donc, du coup, quitte à mettre 50 000 euros, autant que ça soit dans la meilleure école possible, parce que quand vous allez être sur le marché du travail, l'école dont vous allez venir, ça va avoir une vraie importance sur votre salaire et sur vos perspectives professionnelles. Du coup, en tout cas, ça veut dire que c'est vraiment important, je pense, de faire la meilleure préparation possible pour avoir la meilleure école. Parce que ça va avoir un vrai impact sur votre futur, quoi, je pense. Ouais. Ensuite, on nous demande qu'est-ce qu'on pense de l'IBBA et de l'EBP de Kedge. Alors, les programmes de catch, moi, je trouve ils sont. C'est pas, en fait, c'est pas les programmes où ça travaille le plus. Voilà ce que j'en pense. C'est les retours que j'en ai. Oui, Et, j'ai le même retour, Johan. ouais, ouais. Et donc, Après, on du me dit que coup, les campus sont très intéressants, on me dit, mais ça bosse pas trop à Kedge, de ce que j'ai entendu aussi. voilà. C'est pas une mauvaise école, hein. Je pense que c'est pas des mauvais programmes. Mais je me dis, quitte à payer 50 000 euros de préparation, autant que ça soit. Tant qu'on travaille pour de vrai, quoi. Donc, voilà. Voilà ce que j'en pense. Eve nous demande où est-ce que se déroulent les cours hebdomadaires à Paris. Les cours hebdomadaires, c'est à distance. C'est en ligne. Et du coup, c'est par Zoom, en fait. C'est par Zoom. Et vous avez des liens Zoom pour vous connecter et vous pouvez participer. Ça évite aussi les déplacements. En fait, si on propose 3 créneaux dans la semaine pour les cours hebdomadaires, c'est pour donner de la flexibilité aux étudiants aussi et de pouvoir venir sur le créneau qui les arrange. Et s'ils veulent en faire plusieurs pour travailler plus, ben, ils peuvent. Les deux dernières questions, Johan, ou tu veux en faire un peu plus? Allez, deux dernières, dis-moi. Ok, donc l'évêque nous demande qu'est-ce qu'un bon dossier? Y a-t-il un seuil plancher pour la moyenne du contrôle continu? Non, il n'y a pas de seuil plancher en fait, mais ça dépend si on parle d'Access ou de Sésame. Pour Access, il ne regarde pas les dossiers, à part pour les grands admissibles. Donc du coup, soit vous avez 17 de moyenne et votre dossier peut compter, soit sinon il ne compte pas. Pour Sésame, il y a des écoles qui ne regardent pas les dossiers, d'autres qui les regardent. Donc si vous avez un dossier à 15, c'est un bon dossier. Si vous avez un dossier à 17, c'est un très bon dossier. Si vous avez un dossier à 12, c'est un dossier qui est moyen, mais il n'y a rien qui est éliminatoire, je dirais. Parce que de toute façon, même avec un dossier nul, si vous faites des bons écrits, en fait, dans la plupart des écoles, le dossier, ça compte pas plus de 10% de la note ou 15% de la note, et en fait, vous allez rattraper l'histoire du dossier. Euh, donc voilà, faut pas s'arrêter au dossier, je pense, hein, franchement. Mais par contre, si vous êtes à 10 de moyenne, c'est mort un peu pour les secs. Je vous le dis par avance. Ça, c'est très compliqué, quoi. Il faut vraiment que vous soyez excellent le jour du concours. C'est pas impossible, mais c'est très dur. J'ai juste préciser quelque chose par rapport aux notes, au plancher, etc. C'est pas des notes qui vont faire rentrer, c'est votre performance par rapport aux autres. C'est ça, ça la grande variable. Ouais, c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. Mais vous partez avec un handicap quand même, certain, quand vous avez des très mauvaises moyennes pour certaines écoles, et pour d'autres, pas du tout. De toute façon, en fait, ce que je peux rajouter aussi, hein, c'est si vous avez des questions, il y a mon numéro de téléphone. Bah, je vais vous le remettre. Hop, voilà, je vous remets mon numéro de téléphone. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire ou à m'appeler. Alors, peut-être pas ce soir pour m'appeler, mais appelez-moi demain ou écrivez-moi dès ce soir et je vous rappellerai demain. Et en fait, je réponds à toutes vos questions qui vous restent et je vous éclaircis un petit peu sur ce qui vous pose des questions. Je reste de toute façon toujours très disponible pour les étudiants. Donc, je suis toujours très disponible pour les étudiants qui sont dans la prépa et pour les parents. Mais en fait, je reste aussi disponible pour les gens qui ont des questions. Parce que je me rends bien compte que tout le monde n'a pas les moyens de se payer une prépa qui coûte au minimum 1490 euros sur l'année. Par contre, il n'empêche que si je ne vais pas faire travailler des profs pour des étudiants qui ne vont pas payer leurs cours, ce que je peux faire au minimum, c'est de bien renseigner les gens et faire partager l'information qui n'est pas toujours facile à trouver. Donc, même un étudiant qui ne fait pas partie de la prépa ou un parent qui ne fait pas partie de la prépa, qui a des questions sur les écoles, qui a des questions sur les concours,
Et même s'il n'a pas du tout pour plan de se préparer, moi, je prends le temps de bien lui répondre. Prendre 20 minutes dans ma journée, ça ne me dérange pas du tout. Ça me permet, si ça permet d'éclairer un petit peu quelqu'un et de bien l'orienter dans ses études, bah, au moins, j'aurai ces 20 minutes qui sont bien utilisées dans ma journée. Donc, ne soyez pas timide, vous pouvez m'appeler. Et après, je réponds aux questions. Pareil, si c'est vos enfants qui ont des questions ou vos parents qui ont des questions, si vous êtes des étudiants et que vous regardez la conférence, bah, vous pouvez dire à vos parents, appelez-moi. Vous pouvez dire à votre enfant, appelez-moi. Moi, je pourrais lui aussi répondre à ces questions. Il n'y a pas de problème. Il y a une dernière question, du coup. La préparation aux entretiens est incluse dans les modules présentés? Non, la préparation aux entretiens, on l'a fait en plus. Et en gros, comme je vous ai dit, on a 100% de réussite pour la préparation aux entretiens depuis plusieurs années. Notre méthodologie, c'est de faire une préparation qui est individuelle. On est les seuls à le faire aussi parce que c'est pas très rentable, mais en fait, c'est ce qu'il faut faire pour avoir les meilleurs résultats possibles au concours. Préparation individuelle, il faut entre 3 et 5 cours pour pouvoir bien se préparer. Ça dépend du profil de l'étudiant. Et un cours, ça coûte 120 euros. Donc, ça coûte 360 euros si vous faites 3 cours, par exemple. Et donc, du coup, ça, c'est en plus. Et nous, la préparation aux oraux, ce que je vous conseille de faire, en tout cas, c'est de la commencer le lendemain des écrits. En fait, vous allez avoir à peu près 10-15 jours avant le début des oraux. Et ça sera en 10-15 jours, on a le temps de se préparer. Et en fait, ça nous permet d'être prêts et les résultats, ils seront très bons. Et donc, voilà, c'est ce que je vous conseille de faire. Mais du coup, en fait, la grosse difficulté, le gros challenge, c'est d'être admissible aux oraux. Après, là, vous faites la préparation aux oraux et vous allez être pris. D'autres questions? On est Euh, bon? Il y en a d'autres, ouais, mais je pensais que tu voulais finir un peu plus tôt, Yoann. Bah, vas-y, on s'en fera une petite dernière et après, on s'arrête là. Va pour une petite dernière alors. On n'a Euh, pas fait plus tôt, il est 20h35 là. On a déjà débordé. Vas-y, on continue un petit peu. Une petite dernière. Je sais que tu n'es pas dispo éternellement, toi aussi. non, non, t'inquiète pas. Hop, alors, je vais en trouver une. Est-ce qu'on peut Alors, faire que la prépa aux oraux? Oui, si vous voulez. C'est tout à fait possible. Je vois qu'il y, il y a la question. du coup, autre question, dossier. Est-ce que les SP comptent plus que le tronc commun pour les écoles? Non, mais les notes de spé, c'est important quand même. Et les notes du bac français aussi sont importantes. D'accord. Alors Après, il y a des matières plus importantes que d'autres. moi, pour le coup, le bac de français, j'ai pas bien réussi mon bac de français, mais d'un autre côté, j'ai bien réussi mes écrits Au au spé, concours. ouais. Mais en fait, ouais, tu as réussi tes écrits au concours et tu as eu des bonnes notes en spé aussi ou pas? En Bac. fait, oui, j'avais en SES, je devais avoir 14, en anglais, je devais avoir 15, et j'avais pris spé maths complémentaire. Mais en maths, j'avais pris spé maths en première, et par contre, j'avais pas eu très bonnes notes. Ouais, non, mais en fait, tu as sûrement fait aussi des très bons écrits, toi. Et, Mm. mais sinon, avant, il y avait les notes de spé qui comptaient. Et en fait, c'est plus le cas maintenant, parce que enfin, je veux dire, les notes de bac de spé, parce que maintenant, le bac, le spé, les spé, on les fait en juin, plus en mars comme avant. Et puis aussi, par contre, j'avais de très bons commentaires sur mon dossier. Par Ouais, contre, top. au-delà d'avoir des notes correctes, j'avais de bons commentaires de mes profs. Ok. Bon, bah, je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Merci Quentin pour ta disponibilité. Merci à tous d'avoir participé. Evan, D'ailleurs, vous avez été très dynamique, hein. Vous avez posé quand même pas mal de questions. Et demain, je vous envoie le replay plus les slides de la présentation. Il y aura aussi le lien je peux vous envoyer aussi le lien vers le site, comme ça, si vous voulez voir l'offre un peu plus en détail, elle sera mieux expliquée. Et enfin, pour ceux qui souhaitent participer au cours, vous participerez à un vrai cours avec les étudiants qui sont déjà inscrits dans la prépa. Et donc, vous pourrez vraiment voir enfin, comment on travaille, en fait. Voilà. OK? Merci tout le monde. Bisous, Quentin. merci, Evan. Ciao. Ciao. Merci beaucoup.